Bonjour. Cette vidéo ne fait pas partie du programme officiel du DCEM, mais compte tenu de l'importance à la fois épidémiologique et puis en termes de gravité et de préoccupation des médecins de ville ou des médecins du travail, bien entendu, cette question des atteintes à la santé psychique d'origine professionnelle a été ajoutée à la série que vous avez déjà visionnée. D'ailleurs, moi-même, je vais faire allusion une ou deux fois à ce que j'avais déjà indiqué dans le cours d'introduction sur la question de la santé au travail. Il s'agit donc des atteintes à la santé psychique d'origine professionnelle et le vocable le plus fréquemment utilisé que je vais vous définir dans un petit moment, c'est celui de risques psychosociaux, sous-entendu d'origine professionnelle, bien entendu. Le plan du cours est en 5 parties. Un rappel donc sur la relation travail-santé, qui est quelque chose évidemment d'essentiel pour comprendre la problématique. Un second chapitre sur quelques chiffres montrant la réalité de ces risques psychosociaux. Et puis on arrivera à leur définition et puis aux principales pathologies et faits générateurs de risques psychosociaux que l'on peut rencontrer dans la vie professionnelle. Et on fera un focus un petit peu plus long sur la question du stress, qui lui aussi est un terme générique, pour voir l'enchaînement des conséquences d'une surcharge de la ressource psychique liée à un certain nombre de déterminants professionnels, auxquels s'ajoutent bien entendu des déterminants de vie personnelle, puisque nous ne sommes pas des personnes, des individus coupés en deux parties, une partie l'homme ou la femme travaillante, et l'autre partie ne travaillant pas, vivant dans sa famille, dans la société. Nous formons un tout et il est important d'analyser les interactions entre ces deux composantes de la personnalité de chacun. Et puis, je terminerai par quelques considérations sur la prise en charge en médecine de soins, dans les réseaux de soins d'une manière plus générale, et puis, bien sûr, au niveau du milieu de travail lui-même. Alors, rappel, la définition de la santé, vous le savez, donnée par l'OMS, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité. Et puis j'avais proposé dans le cours d'introduction une définition qui me paraît beaucoup plus correspondre à notre problématique de médecins de prévention, de médecins du travail, qui est de dire que en fait, c'est un état d'équilibre qui change au fil de la journée, au fil de la période, au fil de la vie même. Un état d'équilibre à la fois biologique, psychologique, social de l'individu, avec une adaptation permanente et mutuelle entre l'environnement sur lequel on a le pouvoir d'agir, et notamment l'environnement du travail, et l'individu. Donc la santé, l'être en bonne santé, et même peut-être avec une pathologie qui fait l'objet d'un traitement, eh bien, c'est être en permanence adapté à son environnement. Et je vous rappelle que la médecine du travail a pour objet d'optimiser cette adaptation en travaillant à la fois sur la personne humaine et sur le travail, le milieu de travail, son organisation. Les services de santé au travail ont été réformés, on l'avait annoncé depuis notre dernière vidéo, et la loi leur confère une mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, et pour cela de conduire des actions de santé dans le but de préserver la santé physique et la santé mentale tout au long de parcours de vie d'une personne qui va rentrer dans le monde du travail aux alentours de 20 ans et qui va en sortir aux alentours de 65 ans. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que le travail d'aujourd'hui
a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années, d'une part à cause des technologies et du rapport au temps nouveau que tout ce qui se termine en -ique, l'informatique, notamment la robotique, a introduit. Le phénomène de mondialisation, de compétition économique acharnée entre les États, les régions du monde que nous vivons tous les jours, avec sa conséquence en termes de recherche de compétitivité maximum des entreprises, la financiarisation de l'économie qui fait que tout aujourd'hui se monnaie, et puis l'obligation permanente dans tous les secteurs d'activité d'augmenter la productivité, c'est-à-dire la quantité, la qualité du travail qui est faite par unité de temps et par unité monétaire. Et puis en même temps, la société depuis 30 ans a beaucoup changé avec d'une part un vieillissement de sa population au travail, l'irruption des jeunes générations qui ont des attitudes, des comportements qui sont différents des générations précédentes vis-à-vis de la vie en général et du travail. Et parmi ces comportements, eh bien, il y a l'exigence de ne pas subir de risques, autres que ceux qu'on s'impose à soi-même par loisir, par exemple, de s'épanouir aussi bien dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, nécessité, besoin de participer aux décisions qui concernent chacun d'entre nous, et puis également besoin de confiance dans les experts et dans les préventeurs qui sont censés, dans le milieu du travail en tout cas, mettre les salariés, les employés, ce qu'on appelle les travailleurs en général, à l'abri des risques imposés, et notamment pour nous aujourd'hui des risques d'atteinte à la santé mentale. Ce petit rappel aussi, vous vous en souvenez, juste pour dire que l'individu apporte à son travail une capacité qui résulte à la fois de sa condition physique, de ses capacités fonctionnelles, et puis de son stock de ressources psychiques. Et les ressources psychiques, c'est quelque chose qui se crée en permanence lorsqu'on est heureux dans sa vie, lorsqu'on est heureux dans son travail, qu'on n'est pas surmené, qu'on n'est pas menacé, eh bien, on accroît le stock de ressources psychiques, si l'on peut dire. Par contre, si on est en situation de précarité, de menace sur l'emploi, si on est mal considéré, si on a l'impression de donner énormément pour une récompense médiocre, eh bien, le stock de ressources psychiques s'épuise. Et le travail, avec tout son contenu, ses astreintes, la question du rapport au temps, des rythmes de travail, des risques physiques, chimiques, biologiques qui viennent en synergie avec les risques pour la santé mentale, eh bien évidemment peut contribuer tantôt à améliorer la ressource psychique, la santé mentale, mais il peut aussi contribuer à la dégrader et quelquefois même extrêmement sévèrement, nous le verrons, avec des conséquences en termes de stress, de dépression, de troubles musculo-squelettiques qui sont liés aussi aux organisations délétères de travail, et puis qui peut conduire à des événements épouvantables sur lesquels on reviendra, comme les décès du fait de cette exposition massive à des risques psychosociaux. Alors, vous vous souvenez de la fable de La Fontaine, à propos de la peste, ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient atteints. Les risques psychosociaux ne sont pas une peste, mais beaucoup sont atteints, ou en tout cas beaucoup sont susceptibles de l'être. C'est la raison pour laquelle je me suis souvenu de ce souvenir de scolarité primaire avec Jean de La Fontaine. Il y a un grand nombre d'enquêtes, d'études qui sont publiées en permanence, qui sont faites bien souvent par des médecins du travail ou par des instituts de recherche ou par des instituts de sécurité ou d'amélioration des conditions de travail. Et ce qu'on peut retenir, en gros, c'est qu'à partir notamment de l'enquête sur la surveillance des expositions au risque qui est réalisée sur un panel de salariés tous les 4 ans par un groupe important de médecins du travail, eh bien c'est que, en gros, le job strain, expression anglo-saxonne qui veut dire la contrainte, sous-entendu la contrainte pesante de travail sur la santé psychique, touche 23% à peu près de la population. Entre 15 et 25% avec des variations selon les secteurs d'activité et selon sa situation professionnelle. On sait que les cadres supérieurs ou les professions intellectuelles ont plutôt moins de risques, mais ils ne sont pas du tout à un risque zéro, alors que les employés administratifs, ceux des services ayant un contact avec le public notamment, sont plutôt plus exposés. Puis il y a aussi un ratio homme-femme
qui est constatée habituellement. Et puis, on a d'autres sources de données. L'Institut national de veille sanitaire, par exemple, considérait récemment qu'il y a une augmentation des troubles psychologiques liés au travail qui touche, vous voyez, un pourcentage, 24% des hommes, 37% des femmes. L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail en 2009 pointait des causes du stress, mais on va revenir sur cette notion de stress, donc des causes d'atteinte à la santé psychique, 41% des cas liés aux organisations de travail, la non-satisfaction des exigences professionnelles. Les exigences professionnelles, c'est ce que chacun d'entre nous attend de son travail, et notamment qu'il soit sécurisé, qu'on ne risque pas trop souvent de le perdre, qu'il permette de progresser, de s'épanouir, de développer ses capacités. C'est ça les attentes, les besoins de la santé, les besoins de santé psychique finalement de l'homme au travail. Et il arrive bien souvent que le travail ne permet pas de satisfaire ses besoins. Et on voit donc ce pourcentage de 38% qui est assez élevé. Les relations avec les hiérarchies, en haut, mais aussi parfois en bas, les changements qui sont dans certaines situations, dans certaines entreprises, permanents d'organisation de travail, et puis 20% de gens qui s'estiment exposés à des comportements hostiles, que ce soit de la part de leur entourage, de leur hiérarchie, ou de la clientèle, notamment dans les industries et les entreprises qui mettent en contact avec le public. Une autre étude a été faite en Basse-Normandie, puisque cette vidéo est enregistrée en Haute-Normandie. Eh bien, nos confrères médecins du travail de Basse-Normandie ont réalisé en 2004 une des toutes premières études sur le suicide chez les salariés. Et 190 médecins sur les 201 médecins du travail de la région ont participé. Donc vous voyez un grand intérêt de notre profession sur ce sujet. Et 55 ont eu connaissance de suicide ou de tentatives de suicide au cours des 5 dernières années. Et on a essayé d'analyser un petit peu ce que cela veut dire. D'une part, il y a eu 43 décès sur 107 cas donc, observés. Un tiers, vous voyez, c'est important dans le secteur santé sociale, donc contact avec le public. 2 tiers chez des personnes ayant des emplois de faible niveau de qualification. 1 tiers avait fait l'objet d'une notation dans leur dossier médical d'une pathologie anxio-dépressive préexistante, peut-être liée à des facteurs personnels. Et puis, 50% des cas pointaient des difficultés sans lien avec le travail, extra-professionnel, vie familiale, etc. Et puis 47% des difficultés au travail. Et parmi ces difficultés au travail, il y a des mots-clés que vous entendrez dans votre clientèle de patients quand vous serez médecin, que vous pouvez aussi entendre auprès des malades qui sont hospitalisés si vous les interrogez un petit peu sur leur travail, comme vous l'avez demandé lors de la première vidéo d'introduction. C'est la peur de ne pas y arriver. C'est cet effet des restructurations, des menaces de délocalisation, c'est le faible niveau de reconnaissance que l'on reçoit ou que l'on estime recevoir. Et puis des questions de charge de travail, peu de temps de récupération, et puis un niveau de stress chronique, mais ça on va y revenir un petit peu plus en détail. Par contre, peu de cas de harcèlement, mais on va également y revenir parce que la question du harcèlement au travail est une question extrêmement sérieuse qui doit être regardée avec beaucoup de rigueur. C'est pour ça que je m'étendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Et puis le corps médical n'est pas exempt de cette exposition aux risques psychosociaux. Et on a fait dans notre région une enquête auprès des médecins libéraux en 2008 afin de créer d'ailleurs un service de médecine préventive spécialement adapté à eux. Et on a eu 552 réponses sur un questionnaire très long qui prenait presque 1 heure pour le remplir. Donc on a bien vu la motivation des médecins à ce que l'on s'occupe de leur santé en fait. Et on a observé que sur quelques indicateurs, le sommeil, 17% qualité mauvaise à très mauvaise, avec plus de plaintes chez les généralistes que chez les spécialistes, mais ça c'est constant. Des conduites addictives, 15% chez l'ensemble de ces médecins, même ratio entre généralistes et spécialistes. Et puis la prise d'antidépresseurs, donc vous voyez, 8%, c'est pas négligeable, évidemment. Et 50% des médecins qui signalent des périodes d'épuisement. On reviendra sur cette question des périodes d'épuisement en parlant du burn-out, qui est un des grands mots aussi utilisés dans notre thématique.
Et sur ces 50%, eh bien 67% étaient estimés en relation avec le travail, la façon d'exercer son travail. 19% avaient des épisodes dépressifs, là aussi 29% en lien avec le travail, et 4%, mais seulement 8% d'origine professionnelle, avaient ce que l'on appelle des idées suicidaires. On reviendra également sur cette question du suicide lié au travail dans un petit moment. Alors maintenant, la définition. La définition, elle est de deux natures. Il y a une définition officielle admise en France qui serait celle d'un sociologue qui s'appelle Michel Golac, qui a produit un gros rapport pour le ministre du Travail, car le ministre du Travail, depuis déjà pas mal d'années, depuis 2009 en fait, après la crise des suicides dans certaines entreprises françaises, a décidé de mettre en place un plan d'action national et de solliciter les entreprises pour qu'elles déclinent des plans d'action permettant de circonscrire, de réduire ces risques psychosociaux et leurs conséquences. Donc, la définition officielle, risque pour la santé mentale, physique et sociale, on retrouve la définition de l'OMS un petit peu, engendré par les conditions d'emploi et des facteurs organisationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Voilà une définition très claire qui sied bien aux médecins, même si elle a été produite par un sociologue. Et puis il y a un autre sociologue, Vincent de Goléjac, qui s'intéresse énormément à ces sujets-là aussi, et qui lui dit qu'au fond, le mot risque psychosocial, qu'on appelle entre nous RPS, risque psychosocial, eh ben, c'est un mot générique qui va à la fois signifier les effets sur la santé, que nous verrons, et puis à la fois ce qu'on appelle les déterminants, c'est-à-dire qu'est-ce qui produit dans les organisations de travail une atteinte à la santé psychique. Et là, il décline à la fois stress, harcèlement, violence, tout ce que nous allons voir, conflits interpersonnels qui sont très fréquents, mais qui sont souvent générés aussi par l'organisation stressante qui met tout le monde sous tension, les modes d'organisation, de gestion des entreprises, donc bien sûr. Mais il y a aussi des susceptibilités individuelles, il y a des vulnérabilités individuelles, soit constitutionnelles, si l'on peut dire, soit résultat d'une histoire personnelle et puis d'un contexte actuel. La menace de précarité d'emploi, par exemple, fragilise d'emblée beaucoup de personnes à notre époque. Et puis alors les symptômes que nous allons décliner là à partir de maintenant. Alors, premièrement, la violence au travail. La violence au travail, c'est la violence, les formes de violence dont sont victimes, mais les témoins de violence sont aussi victimes. Des personnes qui, j'ai eu l'occasion de regarder ce cas, qui sont dans un laboratoire dont la surface, dont le toit est en verre, et qui assistent à l'écroulement d'un corps humain lors d'une tentative de suicide depuis le 4e étage du bâtiment au-dessus du laboratoire, posé à côté, vous voyez, et la personne traverse la verrière, des éclats de verre partout. Cette personne, bien entendu, a été la victime absolue de ce drame. Plusieurs autres ont été blessés par des éclats de verre, mais il y a eu un stress psychique considérable de tous ceux qui ont été témoins de cet accident. Donc on voit bien que les violences, ce n'est pas simplement celles qui sont adressées à soi-même personnellement, c'est aussi celles dont on est le témoin. Et il y a des formes de violence qu'on rencontre à l'hôpital, par exemple, lorsqu'il y a un accident thérapeutique. Ça ne touche pas les personnels, mais ça les touche, eux, dans leur conscience professionnelle, dans leur valeur professionnelle. C'est une violence dont ils sont les témoins et qui touche énormément. Alors, il y a des définitions de la violence, donc je vous laisse les regarder. Il y a une violence physique, bien sûr, ce sont des coups que l'on reçoit parfois. Il y a une violence psychique qui est beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus difficile à identifier, mais ça peut être des gestes, des paroles de mépris, des paroles à consonance discriminatoire vis-à-vis des uns ou des autres, et qui, lorsqu'elles sont répétées, eh bien, portent atteinte à l'intégrité psychique de la personne, et aussi parfois du collectif de travail. Je viens d'en prendre un exemple il y a 2 minutes. Alors, il y a des violences volontaires, puis il y a des violences involontaires, bien entendu, et je pense en milieu de santé, par exemple, lorsqu'on est dans des unités d'urgence ou des unités de malades psychiatriques, les violences auxquelles on est exposé ne sont pas volontaires de la part de ceux qui les commettent.
Il y a les violences qu'on exerce contre soi-même, et là j'aborde, et je réaborderai la question du suicide au travail. C'est le pire des accidents de travail, lorsque l'on a démontré que ce suicide n'aurait pas eu lieu dans d'autres conditions de travail, donc la part attribuable au travail est significative. C'est le pire des accidents de travail, puisque c'est la mort qu'on se donne à soi-même, bien entendu. Donc c'est une violence extrême. Et puis, il y a aussi des violences, et là on en est témoin plutôt, exercées contre les outils de travail dans certaines situations de comportement individuel ou éventuellement collectif. Alors, en vertical sur cette diapo, vous voyez le terme de reconnaissance. C'est une mesure essentielle. Quelqu'un qui a subi une violence, il faut que sa hiérarchie, son entourage reconnaissent qu'il a subi une violence et ne considèrent pas que ça fait partie du métier, il n'y a pas besoin de le raconter, il n'y a pas besoin de se plaindre. Car si on ne la reconnaît pas, eh bien, ça va s'intérioriser et ça va faciliter la survenue d'un syndrome psychique post-traumatique, parfaitement connu des psychiatres, des médecins du travail et puis aussi de nombreux médecins traitants. Alors, les conséquences des violences, elles sont physiques, hein, bien entendu, mais elles sont psychologiques, et il y a tout ce qui, notamment, évidemment, appartient aux réactions normales de tout individu qui est agressé. Bon. Mais il y a surtout ce qui va s'installer, d'autant plus qu'il y a une répétition de certaines violences dans la durée, et fragiliser, diminuer le stock de ressources psychiques, et parfois de façon très durable, des personnes qui en sont les victimes. On appelle ça stress post-traumatique, psychotraumatisme, et quelquefois, eh bien, il y a une symptomatologie très, très vive, et puis si on a eu l'occasion d'en parler, d'analyser la situation, ça s'appelle le débriefing, eh bien, on évitera le passage à la phase chronique, si je peux dire, mais quelquefois la phase chronique s'installera quand même. Voilà pour ce chapitre des violences. La question du harcèlement, elle, mérite une attention très grande de votre part, parce que on reçoit souvent des certificats médicaux qui disent « je sous-signé docteur Untel, médecin traitant, certifie que monsieur ou madame Untel est harcelé au travail ». Alors, on écrit ça parce qu'on a entendu des récits, on a compris la souffrance d'un patient. Mais on n'a pas constaté soi-même les phénomènes de harcèlement. Donc, c'est une règle que vous apprenez aussi dans les enseignements de médecine légale. On ne doit jamais dire ça. On doit toujours dire « qui me dit être victime de conduite harcelante » ou qui me dit éventuellement être harcelé. Donc, ça ne veut pas dire que soi-même, en tant que médecin, on prend position. Donc, c'est une précaution très importante, parce que le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel au travail, c'est une question de droit. L'employeur, qui est responsable de la santé de ses salariés, peut être personnellement attaqué si un phénomène de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel s'est produit dans son entreprise. Et bien entendu, la personne qui est responsable du harcèlement peut également, évidemment, être impliquée dans une plainte judiciaire. Mais la définition, elle est médico-légale, elle n'est pas strictement médicale. Donc, veillons à cela. Alors, le harcèlement, il y a une définition dans le Code du travail. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour but, ou simplement pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, et notamment à son droit à la santé, à sa dignité en tant que personne, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, puisque une des techniques de harcèlement a quelquefois pour objet d'amener la personne à s'auto-éliminer du milieu de travail, ou en tout cas à comprendre qu'elle n'aura jamais d'avenir dans le milieu où elle est. Donc voilà. Alors le harcèlement sexuel, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il s'agit là d'obtenir d'autrui des faveurs de nature sexuelle, bien sûr, à son profit, ou, dit la loi, au profit d'un tiers. Et le sujet, d'abord, c'est plutôt plus rare, mais tout dépend du seuil que l'on estime constituer un harcèlement sexuel. Hein. C'est un petit peu dépendant des situations, des cultures, des vulnérabilités personnelles. Les victimes sont souvent beaucoup plus
timorée, je veux dire plus craintive, n'ose pas le déclarer, donc c'est un problème plutôt plus compliqué. Le milieu de travail, évidemment, n'est pas exempt. Et d'ailleurs, le législateur, dans la réforme des services de santé au travail, a demandé aux médecins du travail de veiller à prévenir les harcèlements dans les entreprises dont ils ont la charge. Et alors, pour caractériser un harcèlement, donc, il faut qu'il y ait des agissements qui soient manifestement répétitifs et qu'on puisse le démontrer. Et puis, il faut que ces agissements donc, aboutissent à ce que je viens de dire. L'intentionnalité n'est pas nécessaire. Ça veut dire qu'un comportement qui ne cherche pas spécifiquement à nuire, mais qui aboutit à nuire par sa répétitivité, par sa mauvaise considération de la personne, par son mépris, enfin, tout ce que l'on peut imaginer, eh bien, rentre dans la définition du harcèlement. Par contre, un harcèlement, ce n'est pas simplement un stress. Bien que, et c'est ce qui est en rouge sur le bas des diapositives, quand on a une organisation de travail qui demande plus que ce que l'on peut offrir, qui percute le bon sens individuel, qui agresse en permanence l'individu, eh bien, c'est un harcèlement dit organisationnel, et c'est une violence au fond. Mais c'est différent du stress, entre guillemets, habituel, c'est différent des conflits entre personnes qui sont des questions de tempérament, même si ça peut se manifester par un processus de harcèlement. C'est différent, mais c'est plus sensible de ce qu'on appelle la maltraitance managériale. Donc voilà, le diagnostic, c'est sensible, et le diagnostic du harcèlement, il est fait par le juge. Le diagnostic médico-judiciaire est fait par le juge et non pas par le médecin. Donc faites bien attention à cette question-là. Alors, j'en viens à un troisième point qui est la question du stress au travail et des déterminants de la souffrance psychique d'une manière globale. Bon, il y a une définition européenne d'ailleurs, c'est un accord cadre européen sur le stress au travail qui dit le stress est un état accompagné de plaintes, c'est un état de dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux qui résultera du fait que les individus se sentent inaptes à combler un écart avec les exigences ou les attentes le concernant. Et dans beaucoup de professions, on attend de plus en plus, on le verra tout à l'heure dans un petit tableau récapitulatif de ces déterminants de la personne qui travaille, jusqu'au stade où elle s'aperçoit qu'elle ne peut plus donner plus, et là commence le stress pathologique. Parce que le stress, c'est à la limite quelque chose de salutaire. S'il n'y avait pas de stress nulle part, tout le monde serait complètement apathique, n'aurait pas de désir de vivre à la limite. Donc le stress a un effet positif. Là où il y a un problème, c'est quand le niveau de stress dépasse les ressources psychiques de l'individu. Et ceci veut dire que stress et souffrance psychique au travail sont à faire rentrer dans le chapitre des maladies que l'on appelle maladies de surcharge. En matière de pathologie professionnelle, la grande pathologie de surcharge, ça a été la silicose des mineurs de charbon. Leurs poumons ne parvenaient plus à expulser les poussières de charbon qu'ils inhalaient dans leur travail, donc elles s'entassaient au fond du poumon et elles détruisaient le poumon. Eh bien, le stress, c'est une pathologie de surcharge. Quand il y a un trop fort niveau qui dépasse ses propres ressources, eh bien, il y a une altération de la santé psychique. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre, en sachant que ça peut être, bien entendu, réversible, mais on va le voir dans un instant, mais quelquefois aussi, de rentrer dans un cycle où ça n'est plus réversible. Alors, les déterminants professionnels, pour voir un petit peu, qu'est-ce qui cause cela? Eh bien sûr, il y a le contenu du travail. Il y a ce qu'on appelle la charge de travail, c'est-à-dire la quantité multiplié par le rythme auquel il faut exercer son activité. Il y a une notion qui pour nous est très importante, c'est qu'on vous demande de faire un travail, c'est un travail prescrit, mais le travail prescrit ne tient pas toujours compte du travail qu'on peut réellement faire. Donc il faut analyser le différentiel entre le travail prescrit et le travail réel, puis finalement qu'est-ce qu'on a fait, et puis finalement qu'est-ce qu'on a rapporté, parce qu'aujourd'hui les organisations de travail demandent tout le temps de rapporter sur ce qu'on a fait. Et si on ne rapporte pas bien par rapport à ce qu'on vous demandait de faire, on risque éventuellement des sanctions. Donc il y a là une problématique très importante, je ne peux pas rentrer dans les détails dans ce cours d'initiation, mais c'est un champ
importante de la question de la santé mentale au travail. Il y a la question des relations professionnelles, de la bonne entente entre les personnes, de la façon dont les informations circulent, dont les valeurs de l'entreprise correspondent aux valeurs des individus. La notion de leadership est très importante. Et vous êtes des étudiants en médecine, vous avez un interne, vous serez interne un jour. Un interne, il gère une petite équipe d'étudiants et puis quelquefois un petit peu, il co-gère des infirmières. Donc, s'il a de bonnes qualités de leader, son équipe fonctionnera très bien, il aura des bons résultats et il n'y aura pas de stress. S'il ne sait pas faire, eh bien, il risque d'y avoir des difficultés. Vous voyez que ça concerne également vous en tant que professionnel à un certain moment. Et puis, il y a des notions qui ont été très largement prouvées par des études épidémiologiques conduites depuis une vingtaine d'années sur des grands échantillons de population dans le monde entier, parce que c'est une problématique mondiale que ce stress au travail, cette souffrance psychique au travail, c'est l'équilibre entre qu'est-ce qu'on vous demande de faire et qu'est-ce que vous en retirez. Effort, récompense, justice. C'est l'interaction entre ce qu'on vous demande de faire et l'autonomie que l'on a pour le faire. Et le contrôle de cette autonomie. Je ne rentre pas là non plus dans le détail, mais je viens de l'illustrer un tout petit peu. Et puis c'est l'exposition à ce qu'on vient de voir, des violences, du harcèlement, des expositions à des risques physiques, et puis quelque chose qui est très très subtil et très très puissant comme risque psychique, ce sont les menaces de violence, les menaces de sanctions qui sont insidieuses et dont on n'arrive pas à se décrocher finalement facilement. Alors évidemment, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, une interaction permanente entre ses propres ressources et puis ces facteurs-là qui sont liés au travail, et puis les déterminants donc personnels, je l'ai dit, les comportements de santé que l'on a, bien entendu. Si on rentre dans un circuit d'addiction, on affaiblit, croyant les compenser, ses ressources psychiques, et on devient de plus en plus vulnérable. Si on est malade, si on a un problème de santé somatique, évidemment, on sera plus sensible, etc., etc. Et puis la vie hors travail est aussi faite d'événements stressants. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a en permanence un processus de construction, déconstruction de sa santé physique comme de sa santé psychique. La question du sens au travail, est-ce que le travail pour nous a un sens? Est-ce qu'il répond à ce qu'on a envie d'y mettre, à ce qu'on vient y chercher? Je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, est-ce qu'il nous fait plaisir ou est-ce qu'il nous fait souffrir? Et on peut admettre de souffrir un peu au travail, comme un sportif souffre, mais il en a des récompenses. Si le travailleur qui souffre n'a pas de récompense, n'a pas de plaisir, eh bien sa santé mentale est menacée. Donc voilà un petit peu le schéma, si vous voulez, des interactions entre le travail et la santé psychique. Et puis voilà, l'autre schéma, c'est qu'il y a une première phase où on se sent un peu surmené, trop de difficultés, trop de quantitativement, une phase d'alarme, ouais. Et puis on va essayer de résister, on va développer des réactions, et ces réactions, elles sont décrites sur cette diapositive, elles évoluent en gros en 4 stades, et puis à un moment donné, il y a l'épuisement, on ne peut plus faire face, et on rentre là dans la maladie. Dans les 4 stades, je ne les détaille pas, mais vous avez quand même des stades biologiques, des réactions biologiques. Vous avez les conséquences avec des symptômes anxio-dépressifs, par exemple. Vous avez des conduites addictives. Et puis, à un stade de plus, vous apercevez que vous avez moins envie d'avoir des loisirs. La vie de famille se dégrade un petit peu. Et à ce moment-là, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Et puis on prend des médicaments, alors des psychotropes pour se maintenir en forme, des somnifères pour pouvoir dormir, et c'est un cycle infernal qui s'installe. Et puis quelquefois on peut arriver à être soi-même violent, désagréable, et parfois même à devenir harcelant ou à avoir des comportements agressifs vis-à-vis de ses collègues. Troisième stade, les pathologies s'installent, mais c'est un stade de réversibilité, et la maladie dépressive, le burn-out, la tentative de suicide sont des stades où c'est réversible. Les troubles musculo-squelettiques et les troubles cardiovasculaires, dont la preuve a été récemment démontrée par une très grande analyse d'études épidémiologiques avec les contraintes professionnelles. Et puis les pathologies irréversibles, c'est lorsque on n'est plus capable de travailler, qu'on est exclu du monde du travail et qu'on est même parfois plus capable de se remettre en selle pour retrouver des ressources pour partir vers notre cursus professionnel, par exemple. Et là, on est mis en invalidité, en incapacité, et puis il y a une mortalité prématurée.
les maladies cardiovasculaires, les crises cardiaques, pour parler vulgairement, et les suicides, dont j'ai évoqué l'existence tout à l'heure. À propos des suicides, ne jamais dire ce suicide est lié au travail sans avoir véritablement instruit très méticuleusement les conditions professionnelles qui ont pu amener à ce geste. Il faut analyser la part attribuable, et la part attribuable du travail, quelquefois elle est très importante dans la genèse du geste suicidaire. Quelquefois on l'invoque, mais elle n'est pas très importante et c'est une question extrêmement difficile. Je vous rappelle, et je le dis là tout de suite, que les suicides peuvent être reconnus en accident de travail. C'était sur la diapositive, mais je ne l'ai pas dit tout à l'heure, rapportant l'enquête de nos collègues de Basse-Normandie. Il y a un certain nombre de suicides qui sont véritablement reconnus comme des accidents de travail. Mais bien sûr, la sécurité sociale procède à des enquêtes minutieuses. Alors, stress, dépression, et puis ce fameux mot de burn-out. Bon, le stress, on vient d'en parler. La dépression, c'est quand on a de manière chronique des troubles de l'humeur, on n'a plus de motivation à vivre, on est pessimiste, on pleure tout le temps éventuellement, on perd l'estime de soi, on n'a plus d'envie, et puis on finit par avoir donc des idées suicidaires, qui est quelque chose qui doit alerter absolument le médecin du travail, et nous avons des processus de mise en alerte et de vigilance vis-à-vis de ce phénomène qui n'est pas exceptionnel. Et puis il peut y avoir des manifestations plus sévères. Le burn-out syndrome, c'est quelque chose qui a été décrit il y a déjà pas mal d'années par un ingénieur en fait qui dit on est en burn-out quand on est complètement incendié, quand on est fondu en quelque sorte, qu'on n'est plus rien, qu'on a une déconstruction de sa personnalité. Et l'ingénieur, vous voyez, Bradley, là, il disait c'est la situation d'une fusée dont l'épuisement de carburant a pour résultant de la surchauffe et on fait péter le moteur, si je peux dire. Le moteur se détruit. Hein. Et certains sociologues analysent des situations de travail en les appelant des situations de surchauffe. Il y a énormément de tensions, il y a énormément de personnes qui ne vont pas bien dans un atelier, dans un bureau, et au fond, c'est une terminologie qui rejoint un petit peu la définition primaire du burn-out. Ce burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel qui a plusieurs composantes. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un grand sujet, mais j'ai mis sur cette diapositive quelques éléments de repère, qui peut avoir un stade moyen. Il y a des internes qui déclarent être en état de burn-out, mais ils peuvent être en état de burn-out complet, c'est-à-dire qu'ils sont complètement décomposés, et puis ils peuvent même avoir des manifestations gravissimes. Mais le burn-out qui amène à cette décomposition de la personnalité, qui va prendre plusieurs années avant de se reconstruire, est heureusement un stade ultime qui n'est pas si fréquent, mais c'est une menace, c'est une alerte, donc c'est un sujet vraiment tout à fait important. Alors, c'est presque une diapositive de résumé de ce que je viens de dire, et vous reconnaîtrez une situation que, en tant qu'étudiant en médecine, vous vivez dans vos stages hospitaliers. C'est une salle de transmission d'infirmières. Les infirmières échangent leurs informations entre l'équipe du matin et l'équipe de l'après-midi. Et les mots qu'on y entend, et qu'on entend partout dans le fonctionnement hospitalier, qui est un modèle de fonctionnement d'entreprise comme un autre, eh bien c'est que il y a des exigences de qualité, de sécurité sociale, des soins. C'est une bonne chose, mais ça implique énormément de contraintes pour le personnel. La satisfaction, les droits du patient, depuis la loi sur les droits des malades, dite loi Kouchner, sont devenus un impératif. C'est évidemment un très grand progrès pour les patients. Ça génère également des contraintes professionnelles pour les soignants. Il faut augmenter sa productivité en permanence. Il faut faire plus, mieux et éventuellement plus vite. Il faut respecter tout un ensemble de normes et de procédures, et les protocoles sont devenus aujourd'hui le pain quotidien de toutes les équipes soignantes, même pour faire le ménage dans des chambres. La question de l'autonomie, c'est une grande question parce qu'on est autonome quand on est soignant, on a une profession avec quand même une marge d'autonomie qui n'est pas nulle, mais on est enfermé en même temps dans les protocoles, donc il y a un conflit là qui se fait. La question de la responsabilité, elle est permanente tout au long de la journée.
Et puis, il n'y a pas de soignants solitaires, du moins dans des établissements de santé. C'est du travail en équipe et les dynamiques du travail d'équipe sont parfois complexes du fait de toutes ces tensions. Et puis, à l'hôpital comme ailleurs, il y a beaucoup de changements d'organisation. Il y a un travail qui s'est intensifié sous l'effet de la réduction du nombre d'heures travaillées, du non-remplacement depuis une époque récente dans certains établissements d'un salarié sur 2 ou sur 3 qui part en retraite. La demande de temps est considérable. Les demandes de travail sont quelquefois paradoxales. Il faut aller plus vite, mais il faut faire en même temps mieux. Et puis, quelquefois, on a des conflits de valeurs. C'est la question que j'évoquais tout à l'heure, mais dans un autre sujet aujourd'hui, de la question de la maltraitance des malades par des soignants, qui est une question qui bouscule complètement les valeurs du soignant, qui sont quelquefois liées à des comportements individuels, mais qui sont souvent liées aussi à la pression du temps pour exercer sa charge de travail. Et puis, on est dans un monde où, en haut à droite, il faut sans arrêt, je l'ai dit tout à l'heure, rendre compte, faire des rapports, rendre compte à tout un ensemble de gens, parfois même aux juges. Et puis c'est sur l'écran en bas à droite, à ma place, il faut participer sans arrêt à des réunions, des concertations, des activités transversales qui ont tous leur justification, leur intérêt, mais qui mangent sur le temps de travail et c'est ce qui est au milieu à gauche, la question des moyens est rarement à l'ordre du jour. Autrement dit, il y a un conflit entre ce que l'on demande de faire de plus en plus et les moyens qu'on a pour le faire. Et ça, cette situation qui est prise donc dans un établissement hospitalier, on la retrouve dans énormément d'entreprises et on demande au fond à chaque salarié d'être un salarié absolument idéal, mais chaque salarié est un humain qui n'est pas forcément un idéal. Et le résultat, c'est qu'on a la sensation de ne jamais à la hauteur. Ce que disaient les gens dans l'enquête sur le suicide que j'évoquais tout à l'heure, d'être contraint de mal travailler, de heurter son sens moral de travail, ou de simuler qu'on a fait tout comme il faut, mais on sait qu'on ne l'a pas fait. Donc ça met extrêmement mal à l'aise et ça peut aboutir à une véritable perte de sens de travail. Et puis aujourd'hui, on est à une époque où les conflits s'intériorisent, les gens gardent ça pour eux, on ne parle pas forcément à leurs collègues, manifestent pas forcément souvent collectivement, alors qu'on a connu dans les décennies passées des grandes manifestations dans le milieu hospitalier, notamment sur les conditions de travail. Donc tout ceci crée de la souffrance psychique chronique qui s'installe. Alors pour terminer, bien sûr, un message optimiste parce qu'on fait des constats maintenant, on fait des analyses, on fait des enquêtes, on analyse les cas cliniquement. Le médecin de soins que vous serez, mais déjà, comme je vous le dis, l'étudiant que vous êtes peut analyser chez des patients cliniquement ces situations. Et qu'est-ce qu'il peut faire, le médecin traitant? Il peut écouter déjà les gens. Ça leur fait du bien, mais ce n'est pas une solution évidemment durable. Et il doit prendre contact avec les médecins du travail par l'intermédiaire des patients, en suivant les règles d'éthique déontologique que j'avais exposées dans un cours précédent, et devenir coopérants dans la mesure de leur disponibilité, bien sûr, avec ceux qui sont en charge de diagnostiquer sur le lieu de travail et de prévenir ces troubles psychosociaux. Et pour les prévenir, eh bien, il y a des plans d'action qui se font dans les entreprises, ou qui ne se font pas, mais qui ne s'écrivent pas, mais qui se font quand même dans des petites ou moyennes entreprises, qui consistent d'une part à mobiliser l'ensemble, non seulement des préventeurs, mais des équipes de management, des cadres intermédiaires, des cadres de terrain. Je vous ai dit qu'un interne, c'était un petit peu un cadre de terrain, dans une certaine mesure. Et puis, voilà, les préventeurs qui, aujourd'hui, dans les services de santé au travail, ce n'est pas seulement les médecins du travail, il y a des infirmières spécialisées, de plus en plus, et la réforme dont je vous avais parlé, qui est venue en juillet 2011, après l'enregistrement de mon cours d'introduction, a institutionnalisé les équipes multidisciplinaires de santé au travail, dans lesquelles il y a des psychologues, des ergonomes, des assistants de services sociaux, qui peuvent contribuer à prendre en charge les personnes en situation psychique, en lien avec les médecins traitants, les psychiatres traitants, ou le réseau des psychologues de ville aussi, qui est souvent interpellé de plus en plus par des questions de souffrance psychique au travail. Et puis après, et avec la participation des représentants des salariés, eh bien, on met en place ces plans d'action qui ressortent des schémas de prévention que je vous avais indiqués dans le cours d'introduction, de prévention primaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que
il y ait de moins en moins de ces déterminants de souffrance psychique au travail dans le milieu de travail dans lequel on est. Alors, il faut d'abord les identifier, les mesurer, et puis agir dessus. Alors, c'est un vaste sujet que je ne peux pas entreprendre aujourd'hui. Ça équivaut parfois à faire évoluer la culture de travail, la culture de management, la culture de relations interprofessionnelles. C'est des projets de longue haleine. La prévention dite secondaire, c'est qu'il faut dépister les cas menaçants. Je vous ai donné plusieurs situations d'alerte, de vigilance, mettre en place d'ailleurs dans des grands établissements des cellules d'alerte et de veille sur les atteintes à la santé psychique pour éviter les événements catastrophiques. Travailler avec les réseaux de prise en charge, donc en interne mais aussi en externe aux entreprises. Et puis la prévention tertiaire qui est très importante, c'est d'éviter que ça s'aggrave une fois que l'on a diagnostiqué. Et c'est toute la question de la réinsertion d'un salarié ayant subi une souffrance psychique professionnelle dans le milieu de travail. Est-ce qu'il peut retourner dans son milieu précédent ou est-ce qu'il faut le changer? Enfin, toute la procédure de maintien à l'emploi, de retour à l'emploi, de façon à ce que les personnes qui ont souffert psychiquement au travail ne se trouvent pas éliminées du milieu de travail dans lequel elles étaient, voire même, je l'ai dit tout à l'heure, du travail tout court, ce qui constitue une épouvantable double peine, bien entendu. Voilà les messages principaux que je voulais vous délivrer sur une question que vous rencontrerez peut-être vous-même en tant que travailleur, et puis que vous rencontrerez chez vos patients sans attendre d'être installés pour commencer à vous en occuper. Merci de votre attention.